Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui réalise le difficile exercice de concilier maîtrise des dépenses et financement des réformes prioritaires pour améliorer le niveau de santé des Français et la couverture des risques sociaux. Je voudrais saluer d'abord le travail réalisé par les rapporteurs. Cette année, le gouvernement a fait le choix de faire porter pour 2,7 milliards sur les comptes sociaux une partie des mesures d'urgence votées en décembre dernier en réponse à la grave crise sociale que traversait la France. Nous pouvons essayer de comprendre cette décision dans le sens où il n'est pas souhaitable de mettre la France en porte-à-faux vis-à-vis de ses engagements européens. Mais le retour à l'équilibre des comptes est ainsi reporté de 2020 à 2023 et le déficit du régime général et du FSV sont portés à 5,4 milliards d'euros cette année et 5,1 l'année prochaine. Les branches famille et accidents du travail restent seuls excédentaires. L'Ondam, la branche maladie qu'a exposé Madame de Roche, sera tenue cette année et l'année suivante avec un objectif de croissance de dépenses limité à 2,3% en 2020, bien en deçà du rythme d'évolution structurelle, même si l'Ondam était plus élevé qu'avant notre arrivée. L'effort demandé sera particulièrement difficile à tenir pour la médecine de ville et la dépense hospitalière. Les urgences sont sous tension à l'hôpital. Et depuis longtemps, l'hôpital est en difficulté d'investissement et de fonctionnement. Je regrette la décision du gouvernement de reconduire cette année la sous-revalorisation des prestations sociales à 0,3% de l'inflation. À noter que les plus faibles retraites inférieures à 2 000 euros sont épargnées. Notre groupe avait proposé cette mesure de justice sociale l'année dernière. Pour les familles, nous soutiendrons l'amendement d'Élisabeth Doineau. Nous voyons que la branche retraite se dégrade. Cela devrait s'amplifier dans les années à venir, comme l'indique le rapporteur René-Paul Savary. Nous devons donc agir actuellement en proposant des solutions pour développer l'activité des seniors après 62 ans. Cependant, nous garderons cette année le même positionnement que nous avons fait l'année dernière. Il semble préférable de développer la concertation avec le gouvernement et les syndicats pour parvenir à une solution durable. Mais cette année, il y a quand même urgence. En dehors de ces 3 points de clivage, le PLFSS pour 2020 présente pour nous des avancées majeures pour valoriser le travail, simplifier la vie des entreprises, renforcer la justice sociale, améliorer la couverture des risques et l'accès aux soins et réformer le financement du système de santé. Tout d'abord, nous saluons la reconduction l'année prochaine de l'exonération des charges sur le versement exceptionnel d'une prime pour le pouvoir d'achat à l'article 7. Nous comprenons la volonté du gouvernement d'utiliser ce dispositif pour promouvoir les accords d'intéressement. Cependant, nous souhaitons que les petites entreprises puissent être dispensées de cette condition. La rédaction de cet accord pourrait constituer un obstacle au versement de la prime dans les très petites entreprises. Ensuite, le texte présente d'importantes avancées en matière de justice sociale et d'accès à la santé, notamment la création d'une plateforme d'intermédiation du versement des pensions alimentaires à l'article 48. C'est une avancée majeure pour les familles monoparentales victimes d'impayés. Plusieurs mesures contribuent à lutter contre les inégalités d'accès à la santé aux soins, comme la complémentaire santé, le projet pour l'enfant, la création d'un droit à l'hébergement et la prise en charge de transport par l'assurance maladie pour les femmes enceintes éloignées de maternité, la prise en charge des cotisations sociales pour les jeunes médecins qui s'installent en zone sous-dense, et ça pour une durée de 2 ans, l'article 36, la création d'un congé pour les proches indemnisés pour les proches aidants suite à la PPL de Jocelyne Guidez est une attente forte de la société. Nous pensons que la durée de 3 mois répartie sur l'ensemble de carrière est trop restrictive. Nous saluons la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de maladies professionnelles liées aux pesticides, ainsi que son extension aux riverains de l'exposition proposée par Gérard Deriot en sa qualité de rapporteur.
Nous sommes très favorables aux mesures prises par le gouvernement et aux propositions de la commission des sociales pour lutter contre la pénurie de médicaments à l'article 34, en écho aux propositions de la mission d'information initiée par mon collègue Jean-Pierre Decool et le groupe des Indépendants, tout comme combattre la fraude sociale et à la carte vitale. Le gouvernement souhaite accompagner la transformation des hôpitaux de proximité. Madame la ministre, dans certains cas, ces établissements devront offrir un système d'urgence au moins 2 jours, car la distance peut être trop grande entre ces territoires isolés et les CHR. Le gouvernement souhaite également repenser et augmenter le financement de la psychiatrie. Cela est très attendu dans les territoires, pour les adultes, mais aussi pour les enfants, parce que dans certains départements, on n'a pas de lit de pédopsychiatrie et ça entraîne des difficultés énormes pour des enfants en CDE ou en MEX présentant des troubles du comportement, épuisant les équipes de ces établissements. Et je proposais une équipe mobile par déplacement, par département. Enfin, en matière de financement de la santé, nous sommes particulièrement sensibles à la situation des EHPAD, dont les besoins en personnel sont estimés par le rapport Libault à 80 000 emplois, comme l'a dit Bernard Bonne, pour un montant d'1,2 milliard. Mais en fait, si on le chiffre vraiment, c'est une charge réelle de 3,2 milliards. La dotation du gouvernement de 450 millions d'euros pour 2020-2021 est pour nous un début, mais il y a 7 500 EHPAD en France. Ce montant permettrait seulement la création d'1,5 emploi par établissement, trop peu pour améliorer la prise en charge effective de la dépendance. Et également, il est souhaitable une augmentation du financement pour le maintien à domicile, comme de la formation des aides-soignantes et des infirmières qui font aussi beaucoup défaut. Madame la ministre, nous regrettons la non-compensation des exonérations et certaines sous-revalorisations des prestations. Mais le PLS 2020 que vous proposez apporte incontestablement des avancées dans de nombreux domaines que je viens de citer. Nous souhaitons, comme vous l'envisagez, un retour à l'équilibre de la sécurité sociale en 2023. Malgré les difficultés, nous attendons un engagement nouveau, plus fort du gouvernement pour les urgences, les établissements hospitaliers et la dépendance. Nous espérons que les débats au Sénat amélioreront ce texte. Merci.